Lorsque quelqu'un a par exemple un totem et qu'il prend un quart de transport, si dans ce quart de transport, si ce quart de transport va vers un accident, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont initiés? Il aperçoit son totem à distance du quart de transport. Il peut dire au chauffeur, garde, moi je descends. Hein, Cheikh Ali, c'est pas ça? Ou il disparaît même. Il dit, soit il se métamorphose et à la fin de l'accident, on dit qu'il y a un monsieur qui était aussi ici. On ne le retrouve pas et lui il est parti. Soit il demande au chauffeur de garer et s'il ne vous aime pas beaucoup, bon, il n'est pas là pour vous. Ça c'est des manifestations totémiques. Vous connaissez un ministre camerounais qui avait... Les totems, bonne ou mauvaise chose, est-ce que c'est un avantage ou alors un inconvénient? Je réitère que nous avons commencé à parler la semaine dernière, mais comme vous le savez, nos spiritualistes sur le plateau n'ont pas eu suffisamment de temps pour aller au fond de leurs pensées. Je vais commencer avec le Cheikh Ali Sanga. C'est vrai qu'on avait évolué la semaine dernière, nous avons défini ce qu'on entendait par totem. Nous avons même essayé de parler un tout petit peu des manifestations, mais nous ne nous entendions pas quelque part au niveau est-ce que le totem est une bonne ou une mauvaise chose. Et je me rappelle que pour le cas Blériot, il disait que non, dans la spiritualité, on ne pose pas le problème de cette manière. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Et les gens leur disaient que non, même dans la spiritualité, on connaît le bon, on connaît le mauvais. On évolue ce matin. Est-ce qu'on peut voir un totem? Je lui posais la question la semaine dernière. Est-ce qu'on peut voir un totem? C'est physiquement? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on peut voir un totem physiquement. Il y a des totems, c'est vrai, qui sont dans le monde de l'invisible. On les appelle en islam les djinns qui peuvent habiter dans des corps inanimés, mais qui peuvent prendre des apparences humaines ou des apparences animales. Et je rappelle que la plupart des gens connaissent pour totem que des animaux, c'est-à-dire que surtout le serpent. Effectivement, les esprits démoniaques aiment habiter les serpents ou aiment prendre les apparences des serpents, surtout des serpents noirs. Ça n'arrive avec ce que beaucoup font dans les quartiers, les charlatans, où on dit, bon, on va venir enlever un totem dans votre maison. C'est pas si on a connu ça, vous avez connu ça. C'est légion, tous les jours. C'est pas, ça a quand même disparu, nous on en a parlé plus trop. Avant là, chaque fois, cette histoire de totem a fait... On venait enlever un serpent dans un WC. Dans un WC, tout le temps dans une maison, on va dire, les gars venaient avec... le long serpent. Le long serpent. Malheureusement, c'était des serpents que ces charlatans amenaient dans les maisons. Ah bon? Bien sûr. Il n'y avait aucun totem dans ces maisons. Aucun totem dans ces maisons. C'est vrai qu'il y en a des totems, il y en a dans des maisons, il y a des totems. Mais les maisons dont on voyait au quartier, bien dans les médias, là, non. C'était des gens venaient avec une mise en scène. Ils venaient avec le serpent dans le sac. La preuve en est que pour tuer ce serpent, ce totem-là, c'était tout un problème parce que les gars prenaient le serpent, le totem, ils rentraient avec. Lorsqu'on dit qu'on veut tuer, ils disent non, on ne le tue pas parce que c'était la part, c'est le business. Après, ils vont encore le mettre au congélateur. Après, ils vont ailleurs. Non, c'était vivant. Pas au congélateur. Bon, ils font du vivant au congélateur. Ah, c'était vivant. C'est le serpent vivant. Un serpent qui a été charmé. Mais c'est les serpents qui sont élevés dans ces charlatans. Bien sûr, ils nourrissent le serpent. Alors, quand ils vont faire son manège, il prend son sac, il dans avec ses complices, ils vont dans les toilettes. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Il sort le serpent du sac, il le sort de la maison de voilà le totem. Tout le monde écrit. Et vous savez que l'espèce humaine aime des choses pareilles. L'ambiance, l'animation, tout ce qui est spectaculaire, tout ce qui est bizarre. On voit le serpent, ça fait le tour du quartier. Mais ça c'est la supercherie. Mais de l'autre côté, il y a des vrais totems qui sont dans les villas, les duplex, les triplex, les immeubles, les bureaux même. Ah bon? Bien sûr. Donc dans nos bureaux là, il y a des totems. Il y en a des bureaux et des maisons avec des totems qui sont des protecteurs de leur comment on appelle ça, de leurs propriétaires. Il y en a des totems. Il y a des gens qui vont chez les charlatans, disent bon voilà ton totem, il prend, il va. En fait le totem, l'animal est là, mais en réalité c'est un esprit démoniaque qui habite l'animal et qui joue un rôle de protecteur. Mais le problème dans ça, c'est qu'il y a toujours des conditions. Ça veut dire on n'a rien sans rien. Le diable ne te donne rien sans prendre quelque chose en retour. Il y a des totems, comme je disais la semaine dernière, qui sont des statues ou des images ou des photos. Vous arrivez dans la maison d'un individu ou bien dans un bureau, vous voyez une statue. Pour vous, c'est un ornement. C'est juste, alors c'est un totem qui fait le lieu d'habitation d'un esprit démoniaque.
Vous allez remarquer dans certaines barrières de certaines maisons, vous allez voir des statues d'oiseaux, de chimpanzés, autres, ou une barrière. Vous pensez que c'est là pour l'esthétique, la beauté. On prend ça à la légère. Non, non, non. Attention. Il y a beaucoup de barrières là, vous allez voir des animaux, des serpents, vous allez penser que c'est l'esthétique, c'est des symboles. Non, ce sont des totems protecteurs. Ils sont là pour protéger la maison. On a des récits, des gens, ils arrivent comme ça devant ceux qui ont dit, ceux qui disent qu'ils ont 3 yeux. Ils arrivent devant une maison, mais la statue parle. Ou bien l'animal bouge. Oui, mais comment ça a bougé? Vous ne comprenez pas. Donc, l'histoire des totems, c'est une histoire qui est très, très complexe, qui existe. Mais cela, c'était mal. C'est pour ça que la dernière fois, Moukoulima, 40 ans de pouvoir qui était avec nous aussi, disait que il faut toujours qu'on laisse un initié qui va continuer à encadrer ces totems, parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour les encadrer, ça va être la débandade dans toute la famille. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans certaines familles, les gens ont les mêmes problèmes. Problème de mariage, problème de travail, les morts sont similaires, les maladies, c'est les mêmes maladies, les gens font de la même façon, parce que le chef, le propriétaire du totem, n'a pas initié quelqu'un qui va rester encadrer la famille. Ou bien s'il a été mal initié, ou bien celui-là il a été initié, il a négligé, ça devient la débandade. Il y a rien de bon dans le totem. Rien. Très bien. Il n'y a rien de bon dans le totem. Selon l'imam, rien. Merci. Alors, Ndioseni, je vous passe la parole, hein, vous qui êtes traditionnaliste traitant. Quel est le regard de manière générale que vous posez sur les totems? Et maintenant, l'imam dit que le totem est une mauvaise chose. Vous pensez comme l'imam, ou bien vous pensez que, comme disait un téléspectateur tout à l'heure, les totems font partie de notre tradition, la tradition africaine, et que les totems peuvent être des bonnes choses? Bien sûr, monsieur Parfait. Vous savez, je dois aller un peu à profondeur dans la transmission traditionnelle. Lorsque vous regardez tous les tribunes au Cameroun, chaque tribune a ses valeurs ancestrales par les descendants de la tradition africaine. Au niveau de l'Ouest, au niveau de Yaoundé, que ce soit à Douala, chacun sort de quelque part et chaque personne a ses descendants. Ce qui fait aujourd'hui, lorsqu'on parle de du thème qui a été soulevé ce matin, parlant de totem, le totem c'est quelque chose qu'on ne doit pas jouer avec ça, qu'on ne doit pas blaguer avec ça, puisque lorsque vous regardez les concessions dans certaines régions que je connais, lorsqu'on accouche un enfant, c'est-à-dire l'enfant est né, après 3 mois, après 2 ans, il y a ce qu'on appelle l'initiation. On initie l'enfant en donnant un totem. Ah bon? Oui. À 2 ans, 3 ans? 2 ans, 3 ans, on initie l'enfant. L'enfant, c'est ce qu'on appelle un totem à 3 ans? La transmission, je dis bien qu'il y a une initiation. Par exemple, il y a des cultures, lorsqu'on accouche un enfant, on jette dans l'eau. Si l'enfant est de souche, pour reconnaître si l'enfant est de souche, l'enfant ne doit pas être noyé dans l'eau. Ah bon? Mais si votre femme a découché, l'enfant, l'eau va l'emporter. Mais vous faites l'expérience de la mort, là. C'est pour ça donc qu'il dit que le totem, c'est quelque chose qu'on ne doit pas blaguer avec ça. C'est pour ça que vous allez voir dans les tribunes, lorsque vous êtes initié, on vous arrête parfois même un gardien de la tradition ou un notable. Il y a ce qu'on appelle toujours l'initiation, puisque vous êtes profane. Il y a dans chaque village, vous qui êtes peut-être une personnalité, vous qui êtes un chef traditionnel, il y a toujours la transmission d'une initiation. Puisqu'on vous arrive, vous êtes profane, le ventre est vide. Pour gouverner, il faut avoir le pouvoir. Ah bon? Oui. Pour acquis c'est un pouvoir, pour acquis c'est un poste de responsabilité, il y a ce qu'on appelle les initiations. C'est pour ça que vous allez voir dans notre société aujourd'hui, nos personnalités, ils sont ministres, ils sont magistrats, ils sont gouverneurs, mais lorsque vous allez dans son village, il est chef. Pourquoi il pas chercher à être chef? Parce que parfois il est entouré par certains notables. Vu parfois ses œuvres au village, on va dire non, sache que vouloir gagner ton poste, vouloir continuer à émerger, il faut quand même que nous les notables, on te récompense. La récompense c'est quoi? Parfois on va maintenant t'initier. Et là quand t'inities, maintenant toi parfois tu veux choisir ton totem. Tu peux choisir un serpent, tu peux choisir le lion, tu peux choisir l'hibou, ça dépend, il y a tellement de totems. Maintenant, derrière chaque totem, il y a une clairvoyance qui est fixée. Je pense que Cheikh Ali a dit, vous allez voir les résidences de certaines personnes, quand en haut, vous allez voir un oiseau. Pour vous croyez que c'est un oiseau? Non. C'est le totem du maître du lieu. Et le totem est là pour contrôler toutes les personnes qui entrent et qui sortent. Il y a des personnes parfois que lorsqu'ils sont initiés, même s'il a une mission aux États-Unis, dès que tu viens devant son portail,
Non, il peut pas au téléphone appeler sa fille. Il y a tel monsieur qui est devant là. Qu'est-ce qu'il veut? Parce que mystiquement, il y a un dédoublement lorsque vous êtes initié. C'est-à-dire que vous pouvez rester ici, au Cameroun, vous vous trouvez en Europe, vous vous trouvez en Espagne, parce qu'il y a un dédoublement. Maintenant, le totem, est-ce qu'on donne à qui? Non, on ne peut pas donner à n'importe qui. Il faut être initié pour savoir même marcher. Vous allez voir les personnes ici à Yaoundé. On vous dit, tel monsieur a le totem. Alors, toi qui as le totem là, toi quand tu es initié, tu vas regarder ton totem ou ici à Yaoundé. Il n'y a pas une forêt. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, lorsqu'ils construisent des résidences là, il y a toujours une petite forêt là. Et dans cette forêt là, c'est là-bas qu'il cache son totem. Et du bois. Un jour, monsieur Parfait, c'est une histoire que j'ai vécue. Il y avait donc, comme Chekali a dit, parce que lorsqu'il parlait, il ne voulait pas le couper. Un jour, il y a un monsieur qui s'est plaint dans sa maison, les enfants étaient constamment malades, les fausses couches, les avortements involontaires, l'enfant qui était intelligent, l'enfant ne comprenait plus rien. Un jour, on a consulté dans un marabout, puisqu'on disait que la maison était hantée, pour qu'il vienne désenvoûter la maison. Lorsque le marabout est venu, effectivement, il avait un petit serpent, enfilé sur lui. Mais lorsqu'il est arrivé aux toilettes, il a vu vraiment un autre totem. Il avait le vrai totem. Il part pour pouvoir exaucer la maison, pour libérer la maison. Lorsqu'il est entré aux toilettes, on lui supplie que le marabout soit en refuyant. Donc, il est parti faire un spectacle. Il s'est rendu compte qu'il y a vraiment un totem qui est dans la maison. Il y a le travail. Merci, alors, ça doit faire rire, hein. Alors, Pierre Blériot-Yémec, je vais vous passer la parole. Alain Ndouk est sentencien. Lorsque vous avez un totem, on peut commencer à vous demander des petites choses, mais au fur et à mesure que les mois s'en vont, ou alors les années, on commence à vous demander des choses plus importantes. Et à la fin, ce sont des sacrifices humains. Alain Ndouk est excessif, ou alors il dit tout haut ce que ceux qui ont les totems connaissent tout bas. Est-ce que tout totem, à la fin, demandera des sacrifices humains? Alors, Alain Ndouk a lu quelques ouvrages de magie. Et on lui a dit ce qu'on demandait comme sacrifice. Mais vous pensez que le sacrifice humain, c'est trop grand? Et il y a un autre qui dépasse celui-là? Je vais demander si vous pensez que c'est trop grand. Et bien, je pose la question, s'il y a un autre qui dépasse celui-là. D'accord. Vous avez, il arrive un moment lors de guerre. Oui. Que les gens soient obligés de manger leurs enfants. Moi je vais décrire ce que les totems font. Moi je vous ai dit que je suis pas dans le bien et le mal. Et on va voir l'appréciation axiologique d'Alain Ndouk. Lorsque quelqu'un a par exemple un totem et qu'il prend un quart de transport, si dans ce quart de transport, si ce quart de transport va vers un accident, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont initiés? Il aperçoit son totem à distance du quart de transport. Il peut dire au chauffeur, garde, moi je descends. Hein, Cheikh Ali, c'est pas ça? Ou il disparaît même. Il dit, si, soit il se métamorphose et à la fin de l'accident, on dit qu'il y a un monsieur qui était aussi ici. On ne le retrouve pas et lui il est parti. Soit il demande au chauffeur de garer et s'il ne vous aime pas beaucoup, bon, il n'est pas là pour vous. Ça c'est des manifestations totémiques. Vous connaissez un ministre camerounais qui avait son sac toujours là. Vous voulez parler de Frédéric Odoc? Lui-même s'en vantait. Vous savez ce qui est arrivé à ce ministre? Non. Si vous aviez par exemple tenté de l'empoisonner, vous aviez fait un truc, son totem apparaissait devant vous là. Le totem apparaissait pour lui dire que ne bois pas. Et une fois, un de ses compagnons, dont je ne vais pas citer le nom, mais tous les bassins qui étaient autour de lui le savent, il s'est précipité parce que le ministre Kodok aimait le vin de palme. Il adorait le vin. Et tout le monde savait que Kodok aime le vin de palme. Donc une fois, ils se sont organisés pour lui donner un poison à travers le vin de palme. Son totem est sorti et lui n'a pas pris l'eau. Sa femme a voulu prendre, il lui a dit que quand je ne prends pas, tu ne prends pas. Ce monsieur s'est précipité là et puis, pouf, il a bu. Avant la fin de la cérémonie, il allait mourir derrière la case. Il est mort derrière la case. Ça avait mal fait. Je décris, hein. Je décris le dernier cas. Les enfants, on vous a parlé des enfants de l'eau. Quand un bon batanga naît, pourquoi on le lance dans l'eau? C'est pour qu'il aille entrer en contact avec l'esprit de l'eau.
Si tu as respecté la tradition Batanga, un Batanga ne mourra pas dans l'eau. Mais toi, si un enfant Batanga veut se noyer, vous savez ce qui le sauve? C'est pas la nage. C'est le totem général des Batanga qui le porte hors de l'eau. Dit que non. Toi, tes parents avaient déjà fait le sacrifice. Alain Bouka a raconté comment on mangeait les gens. Et il dit rationnellement. Les pays qui sont devenus riches aujourd'hui, comment ils sont devenus riches? Juste en organisant les guerres. C'est après chaque guerre que notre pays est devenu riche. C'est-à-dire qu'il organise la guerre pour que vous vous tuiez entre vous. Et quand vous vous tuez, lui s'enrichit. C'est pas ça. C'est pas ça la modernité. Quand vous fuyez la tradition, vous allez vers la modernité. Ce que je vais dire du totémisme, moi personnellement, et c'est ce que je pense de la magie en général. Si vous appartenez à une famille qui a des totems ou de la magie, vous devez vous faire initier très tôt pour être discipliné. Si vous n'avez pas fait cette initiation, c'est dangereux pour vous. Parce que vous n'avez pas élevé votre famille. Maintenant, moi, je ne crois pas à moi éthiquement. Et puis Alain Douga a blagué. Vous allez en Afrique, on dit qu'on vous a reçu quelque part, on vous donne une femme. Est-ce que c'est potable? C'est potable. Mais quand un Africain est reçu quelque part, il montre qu'il est Africain. Vous savez, j'ai appelé un haut gradé de la police un jour, un très haut gradé, pour lui dire que non, les policiers, ce n'est pas sérieux. Ils forment les enfants partout. Il me dit, Blériot, calme-toi. Ça, c'est un bon policier. Quand un policier passe quelque part, il doit laisser une plante. Il dit très haut. Il m'a dit que c'est ça. Pour le reste, j'ai compris. Mais pour les enfants, les policiers doivent planter chaque fois quand ils passent quelque part. Bon, merci Pierre Blériot. Monsieur Aïssi, parlant du thème personnellement, je ne trouve pas que le totem soit une mauvaise chose. Chez nous, ça servirait de protection du clan, côté maternel. Ma mère nous racontait que par le passé, le nôtre, celui du lion, avait maintes fois aidé notre grand-père à se sortir des situations quand il combattait en brousse contre les nationalistes. Moi, j'aimerais, par rapport à ce message, j'aimerais dire que il faut que nos frères panafricanistes comprennent une chose. La plupart des musées en Europe sont remplis de totems africains. Ah bon? La plupart des musées en Europe sont remplis de totems africains. C'est lors de la colonisation également les totems. C'est lors de la colonisation que les Européens ont ramassé tous vos totems pour aller exposer en Europe. Cela signifie donc que les totems peuvent développer. Ça veut dire que le Européens ont des totems plus forts que les totems africains. Ça veut dire que les Européens ont des totems plus forts que les totems africains. Parce que quand on fait l'apologie des totems de nos ancêtres, mais si ces totems étaient aussi très puissants ou très forts, ou bien très protecteurs, comment un petit blanc vient dans un village, menacé 200 habitants, 300 habitants, seul. Vous allez expliquer ça comment? Il ramasse tous les totems, il ramasse tous les totems, et il va expliquer dans ce musée, et on paye l'entrée pour visiter un totem. Jusqu'à ce que pour récupérer ce totem, nos Africains ne sont pas capables de les récupérer à distance mystiquement. Il faut qu'ils aillent négocier diplomatiquement pour récupérer le totem. Ton totem que tu as fabriqué, ou tes assiettes ont fabriqué, tu ne peux pas le récupérer mystiquement, prendre l'avion mystique, aller récupérer ton totem, revenir avec en Afrique. Mais il faut que tu passes par la diplomatie. C'est ça un peu, c'est ça que je vais répondre. Je vais te répondre très pédagogiquement. D'accord. Le cours de l'histoire se passe comme ça. Il y a un peuple qui prend le dessus sur les autres peuples. Le temps de la défaite du peuple africain était arrivé. Il ne faut pas montrer cela de manière caricaturale comme tu essaies de le faire, parce que voici ce qui se passe. Quand l'Occident arrive, il ne vient pas comme il a fait là. C'est en utilisant des subterfuges. On nous trouve là, nous sommes dans notre groupe de mystiques. On corrompt Alain Douk et Parfait Aïssi. C'est Alain Douk et Parfait Aïssi qui donnent les secrets. Jusqu'aujourd'hui, ça existe. Des gens qui ont vendu, même le Mbok dont vous entendez parler là, il y a des gens qui ont vendu les secrets. Et ça fragilise donc la confrérie. Et même dans les ordres mystiques que certains honorent aujourd'hui, on a vendu des secrets de nos traditions à certaines personnes qui en ont usé pour combattre. Ça ne veut pas dire que... Son s'en tient aux exemples que tu as cités tout à l'heure. Oui. Pour celui qui est dans la voiture, lorsqu'il y a accident qui arrive, et voit son totem apparaître. Oui. Pourquoi lorsque les Blancs sont venus,
Les totems ne sont pas apparus pour montrer que dans les blancs. Ça dit que ça pas comment ça s'est passé. Je suis en train d'intervenir. Le totem à la base, il est censé protéger. Même s'il est censé même indexer les traîtres. Ça veut dire que si quelqu'un est traître parmi nous, le totem va signaler que voici un traître. À la base, c'est ça le totem. Mais c'est ça le problème. Il est là. C'est ça. La première partie. Je vais expliquer une chose. Permets-moi s'il te plaît. Le totem en réalité, c'est un esprit. Vous savez que les esprits invisibles, monsieur Parfait ici, les esprits invisibles ont la capacité de voir des milliers de kilomètres, à se déplacer à la vitesse d'un clin d'œil. Les esprits. C'est pas le serpent qui voit, c'est pas la statue qui voit, mais c'est l'esprit démoniaque qui habite, qui est capable de donner, de transmettre des informations. C'est l'esprit démoniaque. Oui, mais je suis en train d'avenir plus que un esprit. Je réagis à Parfait. Non, je suis en train d'avenir. Ça veut dire que le totem qui est censé protéger le village ou le clan de la famille, comment se fait-il que deux petits blancs viennent avec une super chérie? Tu connais où deux petits blancs sont allés. Non, c'est une façon de parler. Non, c'est ce que je dis que tu parles. Non, tu fais de la caricature. Tu ne fais qu'à venir. Ce qui se passe, il faut que tu les habitants du village. Non, ce n'est pas le nombre de colons qui sont venus. Par exemple, arracher les terres. Par exemple, ou bien voler cette parlant de totem. Parlant de ce totem, se déplacer avec. Le totem qui est censé être puissant pouvait ne pas bouger. Empêcher qu'on le touche. Mais comment se fait-il que le totem se laisse embarquer? Non, mais ce que vous refusez de comprendre. Et peut-être quand je vais expliquer ça. Attends, mais finalement, vas-y, parle. Tu peux dire les rues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans beaucoup de zones, les Blancs ont été terriblement battus. Avec leurs armes. Terriblement battus. Assassinés même. On parle de totem. Comment le totem la fin, donc, c'est dans ce que j'ai dit. Il y a un temps pour chaque histoire. L'histoire africaine. Ok, non, c'est trop facile. À quel moment ils ont vaincu les Noirs? L'autre l'Égypte a soumis le monde pendant des milliers d'années. Pourquoi ils n'avaient pas vaincu en ce moment? On m'a expliqué donc que pour récupérer ces totems, il faut passer par des actions, mécanismes diplomatiques. Parfait. Alors qu'on peut passer par des mécanismes spirituels pour récupérer ce totem, il faut négocier même. D'autres sont allés dans les musées en Europe, casser les musées pour récupérer les totems. Vous allez évoluer, Vous allez évoluer. Je passe la parole à Diocélie. Non, je pense que... Attendez d'abord. Évoluons un peu, parce que c'est le dernier jour nous allons parler des totems. Lorsque vous avez, parce qu'on a eu ce problème la semaine dernière, lorsque vous avez eu un totem, peut-être votre papa, votre grand-père avait un totem, il est mort. Il n'a pas initié un de ses enfants pour rester avec le totem, ou bien un de ses frères, je n'en sais rien, et il part. Quelqu'un dit sur ce plateau, ça peut devenir la débandade. Le totem commence à marcher à gauche, à droite, et ainsi de suite. Par moments, revendique les choses que personne ne maîtrise. Il y a des morts dans des familles, des morts bizarres, ainsi de suite. Est-ce qu'il est possible d'anéantir ce genre de totem qui n'a plus de guide, Diocélie? Non, je pense que, monsieur Parfait, je vous ai dit tout à l'heure que, à la base, le totem, c'est quelque chose qui est toujours transmis par une initiation. Puisque même le papa qui reste dans la concession, il peut être un notable, il peut être un chef supérieur. Et un vrai chef qui est initié, je pense que Biro l'a dit, il a expliqué certains paramètres là tout à l'heure, lorsqu'un vrai chef est initié, il sait le jour qu'il doit mourir. Ah bon? Oui, bien sûr. Un vrai chef qui est initié, il sait que les jours approchent, il sait quand est-ce qu'il va mourir. Et lorsqu'il est même en Europe, si c'est un chef, il doit rapidement rentrer dans sa case traditionnelle. Il y a ce qu'on appelle, lorsqu'il rentre, il y a des notables. C'est pour ça que dans chaque chefferie, il y a des notables qui font partie des initiés, des protecteurs auxquels qui vont encadrer le chef supérieur. Et lorsque l'initiation est faite, il y a ce qu'on appelle la transmission. Il y a ce qui vomit. Il y a des chefs qui portent 24 totems, 10 totems, 16 totems, pour pouvoir capter le village, protéger la concession. Et du coup, lorsqu'il vomit ces choses-là, qui est canalisée par le notable, elle est gardée. Et parfois même, certains chefs, si vous êtes dans sa chambre, là, il va dire, ouvre-moi la chambre, là. C'est une initiation. Lorsqu'on ouvre, il y a le totem qui reste, qui est dans le corps utérique, qui sort de la chambre. Et la chambre du papa, il reste fermée. Maintenant, lorsqu'il décède, il y a enterrement. On va faire maintenant recours à la famille, au futur successeur. S'il avait 15 enfants,
ou 16 enfants. Parmi les enfants. Là, c'est un cas. Hein. Oui. Ça ne répond pas à ma question. Non, moi, je vais en venir. Mais là, non, Dieu, ce n'est pas seulement le cas de l'Ouest. Parce que parfois, on peut prendre le cas de toute personne qui aurait eu un totem et qui n'a pas pris le soin d'initier quelqu'un. On va faire, lorsqu'il n'a pas initié quelqu'un, il y a ce qu'on appelle, on va appeler naturellement des hommes spirituels, des prophètes qui vont venir canaliser le totem. Puisque lorsque le totem est là, il va nuire. Puisque le père de son vient, on ne connaît pas comment le totem va nuire. En tuant. Ah bon? En réclamant. Il est mal. Parce que là, si le totem est une mauvaise chose. Quand vous avez un chien de garde à la maison, si vous oubliez de lui donner la nourriture, il fait quoi? Il va choisir que le chien est une mauvaise chose. Non, c'est pas le cas. Non, mais c'est pas le cas. Non, le chien est naturel. C'est naturel. Très bien. Lorsque il y a canalisation, et que le totem se trouve à nuire, il va d'abord commencer Quand le totem est en divagation. Oui, il va commencer d'abord à nuire les membres de la famille. Si par exemple, ce monsieur était un sorcier, qui passait le temps peut-être à vampiriser les personnes au village, en jetant le sort aux gens, dans la famille, puisque ce totem se nourrit. Vous allez voir parfois, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a dans les familles, il y a les concessions que une femme n'accouche pas. Une femme ne part jamais en mariage. Là-bas, il n'y a pas de bonheur. Parce que le totem est vide. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui étudient le totem, serpent. Parce que le serpent, c'est un objet qui est rapide en volant les énergies des femmes. C'est pour ça que ce totem tue dans les fosses. Lorsque vous venez là, il vous vide, il capture. C'est ça, donc il se nourrit de ça. Maintenant, lorsqu'il est en divagation, lorsqu'il est égaré, il va d'abord commencer à terroriser les membres de la famille. En nuisant les membres de la famille, au point que lorsque certaines personnes vont se lever pour savoir mais qu'est-ce qui se passe dans la famille, naturellement, on va faire recours au bonbon, au vrai guérisseur, de pouvoir venir maintenant en concession, consulter. Parce que si vous partez dans une concession, vous allez chasser un totem, si vous n'êtes pas aussi préparé spirituellement, monsieur parfait, le totem peut vous frapper. Vous pouvez venir là, vous faites ce que vous faites là, et à un moment, vous n'arrivez pas à le localiser. Donc, c'est pour ça que les personnes, avec le totem, l'apologie en réalité du totémisme est symptomatique, illustratif de la crise spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Je m'explique. Vous savez que nous sommes en déchéance spirituelle et morale parce que le matérialisme a fait une poussée fulgurante. Plusieurs des réponses ici, pour défendre le totémisme, se sont résumées par un certain matérialisme, c'est-à-dire à la logique de la rétribution. Puisqu'on obtient ci, on nous donne ça, on obtient ceci. Malheureusement, non. Non. Parce que c'est exactement de quoi il est question. Dieu, nous croyons qu'il y a un créateur, il n'a pas créé l'homme, un être aussi supérieur, pour aller s'assujettir à servir une plante, un élément de la botanique, un animal. C'est inconcevable, monsieur. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est carrément crasse. Je sais pas. On est en plein délire. Vous comprenez donc pourquoi l'humanité va mal. Et on ne peut pas se résoudre, nous, aller rendre un culte à de telles choses. Nous sommes des êtres supérieurs, il faut qu'on le comprenne. Ne rentrons pas à de tels artifices. Ça, c'est des artifices de rien du tout. Donc, maintenant, comprenons que tout ce que nous faisons là, c'est la magie. Hein. C'est-à-dire que c'est des éléments de la spiritualité de l'autre bord, tel que je l'ai dit. Parce que il y a cette dialectique en spiritualité qu'on ne va jamais ignorer. Il y a une spiritualité, je l'ai dit, représenté par le blanc du plancher en dame d'un temple maçonnique, c'est-à-dire qu'il y a le blanc pour indiquer qu'il y a le règne de la lumière, il y a une spiritualité de la lumière, et il y a le noir, monsieur. Donc si vous pensez qu'on va faire des amalgames et il y a cette zone tampon du gris ou quoi, non. Eux-mêmes, hein, les grands occultistes vous disent que c'est une dialectique, hein. Il y a ce manichéisme, il y a le blanc, il y a le noir. Donc choisissez votre bord. Vous voulez être de quelle spiritualité? Celle du noir ou celle du blanc? Et je vous dis, le totémisme, c'est celle du noir. Il y a une question qui nous vient de l'Algérie et qui est adressée à l'imam. Monsieur l'imam, explique-nous aussi comment un petit corona a fermé la Mecque de l'Arabie Saoudite pendant 2 ans. Pourtant, vous avez dit que cette maison est censée être protégée contre toute attaque et maladie. Non, qui a dit ça?
qui a dit que la Mecque est censée être protégée contre toute attaque et maladie. Ça n'existe nulle part. Autre message ce matin. Bonjour parfait à tout le panel. Heureuse de vous écouter. Par rapport au thème, posons-nous la question, si ceux qui ont des totems ont une vie meilleure que nous autres? Je réponds non. J'ai vu un jeune notable quitter en catastrophe l'hôpital laissant ses femmes qui le gardaient pour aller mourir en cachette au village parce qu'il ne devait jamais être opéré car il avait un totem dans le ventre. C'est Thérèse de Santa Barbara. Je suis d'accord avec Alain et le pasteur du plateau. Dans l'histoire que Blériot raconte là avec Gioseni, c'est le problème là-bas. Lisons rapidement ce message. Alors, quelqu'un me dit simplement bonjour parfait ici, alors que nous sommes très sérieux sur ce plateau. Et lorsqu'un totem va le broyer, il va dire que... Alors, un message. Bonjour à vous sur le plateau. Si les totems étaient si puissants, ils nous auraient épargné de l'esclavage, au point d'assassiner même nos chefs traditionnels. Où étaient les totems quand le danger arrivait en Afrique pour démasquer les traîtres? C'est Jésus-Christ sauve et protège. C'est Martin à Douala. Pierre Blériot, tu es d'accord? Non, moi je veux pas entrer dans une guerre de religion, parce que les peuples chrétiens ont été aussi soumis, ils priaient, Quand Atana de pas fermer les églises, pourquoi Jésus-Christ n'empêche pas Atana de les fermer? Moi, prends seulement. Mais les gens aiment des... Moi, je dis, Atana j'arrive avec... Ça va pas dire même. Ça, c'est les religieux, Non, mais pas ce genre de comparaison. Est-ce que les peuples chrétiens, ils se payaient Atana ici récemment, non? Pourquoi on appelle donc pas que... Non, vraiment, ce qu'il faut dire. Oui. Et ça, les gens ne veulent pas prêter attention. Il y a une gloire dans chaque peuple pour un moment. Vous comprenez? Même en guerre, les peuples qui soumettent les peuples aujourd'hui ont été soumis hier. L'histoire est comme ça. Forcément pour te contredire, mais tu sais que dans le monde ancien, on considérait que lorsque deux peuples ou deux civilisations s'affrontaient à la guerre, celui qui l'emportait en réalité c'était celui qui avait la plus grande divinité. C'est-à-dire je ne dis pas non. Sauf que ce que j'ajoute, c'est que tu peux gagner aujourd'hui et perdre demain. Alors, dans la Bible, révérend, est-ce qu'on ne trouve pas également des endroits où on reconnaît que certains, par le passé, utilisaient aussi des choses comme des totems? Dans la Bible, on a vu Moïse qui a fait transformer son bâton en serpent. Est-ce que c'était pas aussi par hasard du totémisme? Non, il va te dire que là, c'est Dieu qui avait fait ça. C'est Dieu. Et l'autre, c'est le diable. Voilà. La question a été sur révérend. Ce que je veux dire, pédagogiquement, Dieu vous parle dans le langage que vous pouvez comprendre. Ça veut dire, vous sortez un serpent, il vous montre que lui peut être un plus gros serpent que vous. Vous sortez un lion, il vous dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Mais pour moi, cette question de totémisme, c'est comprendre la finalité des choses. Ce n'est pas l'affrontement entre les peuples, les nations, les races, le noir et le blanc. Nous sommes tous des êtres humains. Et moi, je dis, le totem est quelque chose qui constitue un esclavage spirituel devant une entité qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas comprendre. Tandis que Dieu nous donne une voie royale par laquelle nous sommes libres de toutes ces choses. Ceux qui sont dans des familles où il y a des totems doivent en être délivrés totalement. Sinon, d'une manière ou d'une autre, ils sont en prison. Il faut, je vous dis, les gens qui ont les totems, ils ont des comportements bizarres. D'autres dorment sur les clous, d'autres doivent dormir sur le coin de la chambre, ils touchent pas le lit, il faut une chambre refaite. Ce n'est pas ça, pas du tout. C'est très bizarre. Les gens sont pas libres. Les gens ne sont pas libres d'être les êtres humains créés par Dieu, n'est-ce pas, pour vivre, n'est-ce pas, une vie harmonieuse. Je veux dire que ceux qui sont qui ont des totems, ce sont des croyances, des religions dans lesquelles on croit que une petite entité qu'on appelle totem
peut nous protéger, mais elle se trouve... Tu peux combattre les totems? Moi, je vous ai expliqué déjà ici que moi, je suis pas puissant. Moi, je suis pas puissant, mais je sers un Dieu puissant. Avez-vous déjà combattu un totem? Mais puisque je suis pasteur et que je suis appelé pour aller intervenir dans plusieurs circonstances, le Dieu que je sers, c'est mon Dieu puissant dans plusieurs circonstances. Les maisons hantées et le totémisme. Non, je dis bien que je suis arrivé dans plusieurs endroits où il y a un bruit dans le... Non, ce n'est pas dans le... Vous devez aller faire en sorte que les batailles n'aient pas de... On a posé la question de est-ce que le serpent d'Aran c'était du totémisme? Je dis non, ce n'était pas du totémisme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un totem? Nous l'avons défini. On a dit que c'est un élément de la nature, soit végétal, soit animal, ou même une représentation d'art, tel que on appelait ça en araméen Neushtan, le serpent d'Aran en question. Alors, est-ce que ça avait vocation à être vénéré? Non. La preuve, c'est que Dieu même dans la Bible punit par la suite ceux qui se sont amusés à faire cela. Je vous ai dit, la culture hébraïque, c'est une culture de la représentation, des images, le langage, on avait, comment le mot, attendant que le mot revienne. Vous êtes traditionnaliste, vous êtes voyant, vous êtes traitant, vous êtes ci, vous êtes ça. Est-ce qu'on peut être un grand traditionnaliste qui soigne les gens, qui fait dans la voyance, si on n'a pas un totem? Non, déjà, naturellement, lorsque vous avez un bon homme spirituel, initié, gardien de la tradition, nous on travaille les totems. Mon grand-père était un grand notaire. Vous en avez combien? Non, pour l'instant, j'en ai un totem. Qui me sert dans mes rituels. Serpent, c'est un serpent, un lion, c'est un panthère. Non, c'est pas un serpent. Faut pas dire, tu es obligé de dire. Je suis pas, non, puisque, c'est parfait. Mais j'avais, pourquoi il n'a pas dit? Non, je peux pas dévoiler le secret ici. Mais je dis bien que, dans la transmission africaine. À quoi te sert ton totem? Non, beaucoup de choses. Lorsque je reste au Cameroun, qui est impatient, soit en Europe, soit dans tout le monde entier, comment il traite la distance? Il y a des pouvoirs mécanismes de mes ancêtres auxquels que je peux traiter un patient à distance. Il peut arriver qu'en forêt, qu'un patient est malade, je pars vous lui donnez également des sacrifices humains? Les sacrifices humains, ça c'est une branche de la magie noire. Puisque lorsqu'on parle de totem, vous donnez juste les œufs? Non, pas du tout, monsieur Parfait, j'ai pas besoin de donner les œufs. Je dis bien que mon grand-père était un grand notable de la chefferie, l'un des descendants. Dans ma concession, il n'y a pas de totem qui nuit à autrui. Au contraire, il sert avec des totems protecteurs. Tout à fait. Mais son rôle, c'est d'apporter le bonheur dans la famille et de protéger la famille. On termine en quelques secondes, vraiment, Cheikh Ali Sanga, en quelques secondes. J'aimerais dire que l'héros vient de sauver le traditionnaliste. Avec quoi? Parce qu'il a dit, il faut pas qu'il dise le totem qu'il a, qu'il donne le nom. Sinon, il sera frappé. Ah bon? C'est des secrets. Dieu n'a pas besoin de secrets. Vous n'avez pas de secrets dans le Coran? Non, pas de secrets. Vous n'avez pas de secrets? Dans l'islam, il n'y a pas de secrets. On doit sortir là. Non, il dit, c'est tout ce que votre marche là, c'est marché. Non, si vous posez une question sur l'islam, l'islam est ouvert. Non, il n'y a pas la cabale dans le Coran. Il n'y a pas de cabale. Je vous m'en défie.